a 47 ans, notre invité a une vie politique bien remplie. Le 17 octobre dernier, il s'est vu reconduire dans ses fonctions de ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement. Un mois auparavant, il remportait la très disputée élection à la tête du conseil régional du Haut-Sassandra face à une coalition de poids lourds de l'opposition ivoirienne. Le verbe incisif, le pas accéléré, l'énergie débordante, l'homme a étoffé son positionnement au sein de la majorité présidentielle. Son pari risqué dans le Haut-Sassandra, ses actions en faveur des jeunes ivoiriens, sa trajectoire politique, sa recette pour sortir les jeunes de la précarité et de l'oisiveté, sa grille de lecture des enjeux politiques actuels et futurs, ses ambitions, son histoire avec le chef de l'État, une belle série de sujets que nous abordons ce soir avec Mamadou Touré, je l'espère sans réserve, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement. Mamadou Touré, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs et internautes de suivre ce portrait. L'invité de Sans réserve, ce soir, est Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement. Né le 29 février 1976, il est diplômé en diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques et titulaire d'un master en affaires internationales de l'École des hautes études internationales de Paris. Il est également titulaire d'un executive master en politique et management du développement obtenu à Sciences Po, Paris. De retour au pays, Mamadou Touré débute sa carrière en qualité de conseiller technique dans plusieurs cabinets ministériels, notamment au ministère de l'Intégration africaine, où il a travaillé sur les accords de partenariat économique avec l'UE et sur des dossiers liés à l'élaboration du budget de l'UEMOA. De 2011 à 2016, il est conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports de la présidence de la République. À ce poste, il travaille sur les projets liés à la problématique des jeunes et a fortement contribué au processus de rationalisation des structures de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants et de celles des structures d'aide à l'emploi des jeunes. À la tête du comité technique constitué d'experts et de cadres de plusieurs ministères, la Côte d'Ivoire obtient en mars 2013 l'organisation des Jeux de la francophonie qui ont eu lieu en 2017. Mamadou Touré rentre au gouvernement en janvier 2017, où il est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a impulsé d'importantes réformes, dont la réforme de la formation professionnelle, avec l'un des axes principaux qui est le partenariat avec le secteur privé productif. Depuis juillet 2018, il est en charge du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Il a pour mission de booster la politique d'insertion des jeunes. À l'issue des dernières élections locales, notre invité prend la tête du conseil régional du Haut-Sassandra. Il est membre du conseil politique, du directoire et porte-parole adjoint du RHDP. Il est officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur dans l'Ordre du mérite de la communication. En mars 2013, à Bruxelles, il a été distingué par le prestigieux forum du Crans-Montana comme nouveau leader du futur. À l'invitation du gouvernement américain, il prend part en 2016 au prestigieux programme des visiteurs internationaux Emerging Leaders. 2023 a été dédié à la jeunesse ivoirienne par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Quel est le bilan de cette décision de l'exécutif à quelques semaines de la fin de l'année? Quels sont les programmes en cours en faveur de la jeunesse? Ces actions à mener dans la région du Haut-Sassandra, dont il est le président? Telles sont entre autres les questions qui seront abordées sans réserve ce soir avec l'invité Dali Diarra-Souba. Mamadou Touré, depuis plusieurs années, vous êtes ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune, du Service civique et de l'Insertion professionnelle. Tout allait bien. En 2021, vous êtes élu député de la circonscription de Daloa. Et en septembre dernier, vous prenez le risque d'aller vous présenter à l'élection du président du conseil régional du Haut-Sassandra. Tout va bien jusque-là, sauf qu'en face, il y a une coalition de poids lourds de l'opposition ivoirienne, emmenée par Alphonse Didier Madi, une grande figure de la politique en Côte d'Ivoire, membre du PDC-IRDA, et à ses côtés, un vice-président du PPACI. Les deux partis se sont alliés. Vous avez
quand même tenu à aller à cette élection. C'était un pari risqué tout de même. Mais j'étais en mission pour mon parti. Rappelez-vous qu'au mois de décembre, le président Hassan Ouattara a instruit donc, le directoire du RHDP à l'effet de choisir des cadres du parti pour prendre la tête des candidatures dans certaines régions. Et j'ai été choisi pour le Haut-Sassandra. À partir de ce moment, je me devais de m'organiser avec toute l'équipe, les élus, les cadres du Haut-Sassandra pour ramener cette victoire à mon parti. C'est ce qu'on a fait, sans tenir compte forcément de qui était en face, puisque le parti nous a choisi sans tenir compte des candidats en face. À partir du moment où on a été choisi, il fallait évaluer notre potentiel sur le terrain, nos forces, nos faiblesses, voir les forces et les faiblesses de nos adversaires, bâtir une vraie stratégie de victoire, et c'est ce que nous avons fait. Vous aurez pu échouer. Est-ce qu'à un seul moment, vous avez douté de votre capacité à remporter cette élection? Écoutez, à raison des forces en présence en face. Alors, dans l'absolu, une élection, soit on la gagne ou on la perd. Absolument. Donc ça, je lui dis, il y a des règles. Mais je vous dis qu'en aucun moment, et je vous le dis avec beaucoup d'humilité, en aucun moment, nous avons douté de notre défaite. Parce que notre conviction se fondait sur des faits objectifs. Rappelez-vous qu'en 2018, nous avions un candidat, le ministre Babo Dared, qui était candidat aux élections régionales. J'étais moi-même numéro 2 sur sa liste. Nous avons perdu. Le candidat Didier Madi a eu 53 000 voix. Nous avons eu 37 000 voix. Mais l'analyse profonde de ces résultats a fait ressortir que dans près de 400 bureaux de vote, notre parti n'avait pas de représentants et nous avons pris cela à notre dépens. Et ensuite, le manque de cohésion au sein de notre parti, donc au niveau du Haut-Sassandra, a fait que, par exemple, alors que nous avons une élection couplée, le candidat à la municipale à Daloa a eu 15 000 voix, quand dans les mêmes bureaux de vote, le candidat à la région avait donc 8 000 voix, donc près de 7 000 voix de différence. Et donc, le défi qui se posait à nous, c'était non seulement d'assurer notre présence dans tous les bureaux de vote, et allez, je peux vous dire, c'est 5 400 personnes qui ont été mobilisées pour les 1 200 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire du Haut-Sassandra, qui fait 15 000 km². Et ensuite, travailler sur la cohésion et l'union au sein donc, de notre famille politique, au niveau donc, du RHDP. Ensuite, vous avez les élections législatives, mais prenez les résultats. Le PDCI, donc à l'échelle de la région, a présenté des candidats avec EDS, qui est devenu PPACI aujourd'hui, et ils étaient en alliance. Nous avons gagné. Nous avons, sur les 15 députés de la région, nous avons gagné 11 postes de députés sur les 15. Le PDCI et EDS en ont eu 4. Nous avons eu autour de 42 000 voix. Le PDCI et EDS ont eu 39 000 voix. Donc, 3 ans après le scrutin de 2018, notre parti était déjà la première force politique dans le Haut-Sassandra. Il fallait consolider donc, cette avance et c'est ce que nous avons fait en ayant une approche donc, de proximité et surtout que nous avons été aidés en cela par le bilan réalisant du président Hassan Ouattara dans notre région. Une élection, quelle qu'elle soit, à la fin de celle-ci, on tire les leçons. Quand vous sortez de cette élection du conseil régional du Haut-Sassandra, quelles sont les leçons que vous retenez, vous, en tant qu'individu, en tant que porteur de la liste RHDP, mais aussi et surtout en tant qu'homme politique? J'avais une grande responsabilité. Faire gagner, faire basculer cette région, faire gagner donc, le RHDP au niveau du Haut-Sassandra. Et je ne l'ai pas fait seul. J'étais à la tête d'une équipe composée d'hommes et de femmes d'une grande compétence et d'une grande expérience. La leçon que je dis, c'est que dans l'union, dans la cohésion et avec le travail, on arrive toujours à atteindre donc ces résultats. Donc nous l'avons réussi. L'autre enseignement que je tire, c'est que si nous voulons nous projeter, parce que j'ai lu certains analystes dire que, bon, écoutez, nous avons des zones test par rapport à 2025. En fonction des résultats dans ces zones, une sorte de match amical, on verra la posture du RHDP en 2025. Eh bien, si on tire les conséquences donc, de cette analyse, je peux dire aujourd'hui que le RHDP est bien parti pour remporter les élections présidentielles en 2025, parce que non seulement dans l'Haut-Sassandra, nous l'avons fait, mais Anne Loto l'a fait donc, dans le Cavali, et dans d'autres régions du pays, ce parti n'a pas seulement gagné, nous avons progressé. Dans l'Haut-Sassandra, nous avons gagné à Zoukoubou, ce qui est une première. En commune comme en sous-préfecture, nous avons gagné à Grebeu, nous avons gagné dans certaines localités d'Issia, Namané, nous avons gagné là où le parti n'avait jamais gagné auparavant. Nous avons gagné beaucoup de localités et pour moi, le principal enseignement que je tire, c'est que oui, nous sommes prêts au niveau du RHDP à consolider notre position à la tête de ce pays en 2025.
Et pour cela, le défi qui va se poser à nous, c'est de continuer à travailler pour l'organisation de notre parti et l'union donc au sein de Quelle a notre parti. été la valeur ajoutée de votre campagne par rapport à celle de vos opposants? Mais je pense qu'on a eu une campagne, d'abord la valeur ajoutée, c'est le bilan donc, du gouvernement. Nos opposants... Ce n'est pas un peu trop facile pour un candidat à la présidence du conseil régional de brandir le bilan du gouvernement plutôt que de se vendre sur la base qu'il peut faire pour la région? Mais Ali, on ne va pas déroger à une règle universelle. Nous avons une majorité qui gère. Et cette majorité a posé des actions dans toutes les régions du pays. On est bien d'accord là-dessus. Et cette majorité Est-ce que ce qui compte, c'est pas ce que vous allez faire pour la région? Oui, mais cette majorité décide d'envoyer des candidats pour servir de prolongement aux actions donc, du gouvernement et du RHDP. Et donc, je suis fier d'avoir été le porte-flambeau du RHDP dans cette région. Et je suis fier que le président Alassane Ouattara et le gouvernement aient posé autant d'actions dans ma région qui ait favorisé donc, notre candidature pour donc, cette victoire. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le second élément, c'est que nous avons travaillé avec beaucoup de méthodes. Vous savez, aller à une élection, il ne faut pas y aller pour y aller. Dès notre choix, nous avons fait des études pour voir notre force et nos faiblesses. Et les premiers résultats de ces études ont montré que le RHDP avait déjà une longueur d'avance qu'il fallait consolider, mais que nous avions des zones de faiblesse. 369 meetings de proximité ont été organisés de décembre jusqu'au mois de septembre. Et ces meetings ont été animés principalement par le candidat que je suis, mais par la plupart des personnes qui étaient donc sur la liste. Nous avons travaillé sur une liste homogène. Vous allez à une élection, Ali, le Haut-Sassandra, c'est la Côte d'Ivoire miniature, c'est 30% d'Akan, c'est entre 30 et 35% de populations qui viennent du Nord, c'est autour de 20% de population autochtone. Et donc, toute stratégie électorale doit tenir compte de la sociologie, et nous avons tenu compte de cette sociologie, là où malheureusement nos adversaires, malheureusement, ont versé dans la xénophobie, dans l'exclusion. Nous sommes positionnés comme un parti de rassemblement. Et c'est pour cela que nous avons presque doublé, et c'est historique, le score que nous avons fait dans la région, puisque nous avons eu 78 000 voix, c'est qui est inédit. En dehors du président Alassane Ouattara, qui à l'occasion de l'élection présidentielle a eu beaucoup plus que ça, dans aucune élection, nous avons pu obtenir un tel score. Donc, le parti, les actions positives du gouvernement, la posture de rassemblement dans une région en tenant compte donc, de la sociologie donc, de cette région. Un raz-de-marée dans cette région, parce que presque toutes les mairies ont été remportées par le parti au pouvoir. Beaucoup d'analystes politiques, quand ils regardent, quand ils analysent et décryptent la carte politique, la cartographie du paysage politique, se disent le RHDP ne peut pas faire mieux. Est-ce que ce n'est pas le début de la fin, quand on est aussi haut? C'est le début du commencement. Parce que nous progressons. Regardez les résultats en 2018 et regardez les résultats aujourd'hui, nous avons progressé. Une commune comme Saïwa n'a jamais été gagnée par nous. Nous avons gagné la commune dont le Saïwa. Zoukoubeu, nous n'avons jamais gagné d'élection à Zoukoubeu. Nous avons gagné Zoukoubeu. Bogué, nous n'avons jamais gagné à Bogué. Nous avons gagné à Bogué. Quand nous n'avons jamais gagné par le passé, nous avons eu un candidat du RDR qui avait gagné dès le lendemain de la crise post-électorale et de l'accession du président Alassane Ouattara aux affaires. Mais si vous prenez les élections locales après, nous n'avons jamais gagné. Donc, nous sommes un parti qui progresse. Mais si nous progressons, peut-être c'est parce que nos compatriotes adhèrent à la vision du chef de l'État, reconnaissent les actions positives qui sont menées, même s'il y a toujours des points d'amélioration. Mais globalement, les populations ivoiriennes en général, mais surtout celles de ma région, envoient un message. C'est de tourner le dos au passé. Les messages de haine, de violence, etc. ne peuvent plus faire recette. Ce dont elles ont besoin, c'est des hommes politiques crédibles, à même d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations au quotidien. Une chose est d'avancer, une chose est de remporter une élection, une autre c'est de réaliser les promesses faites à la faveur de ces élections. Mamadou Touré est aujourd'hui le président de la région. Mamadou Touré est le ministre de la promotion de l'emploi et de la jeunesse. Mamadou Touré est le député de Daloa. Ça ne fait pas beaucoup. Non, que dites-vous du cumul de postes? Alors, par rapport au poste de député, il n'y a pas de cumul, puisque la loi veut que lorsque vous êtes élu député et que vous rentrez au gouvernement, votre suppléant donc siège à votre place. Donc c'est votre suppléant qui siège à Daloa? C'est mon suppléant qui siège à Daloa. Pour le poste de député de Maintenant, pour le conseil régional, nous sommes quand même 90 conseillers, avec 8 vice-présidents. Donc, la bonne gestion
à travers une bonne délégation donc des tâches, fait que, oui, si vous travaillez vraiment en équipe et que la collégialité donc, est de mise dans tout ce qui est fait, il n'y a absolument pas de problème. Voilà ce que je peux dire. Et donc, notre premier soutien, je peux vous dire, je ne suis pas touché à cette élection avec beaucoup d'assurance, parce que mon premier soutien, Furero, ça a été le président de la République, qui a décidé de nous accompagner et de faire en sorte qu'une région qui est la deuxième région du pays en termes de population, une région qui a connu beaucoup de retards, en dépit de toutes les avancées, de toutes les actions positives qui ont été faites, avait besoin donc de beaucoup d'investissements. Donc il n'y aura pas que le budget du conseil régional. Il y aura aussi il y aura aussi les actions donc, de l'État dans cette région, avec le soutien du chef de l'État, du vice-président et du Premier ministre. Donc c'est un candidat vraiment rassuré sur ses soutiens, sur des moyens qu'il avait donc, pour impulser le développement de la région, qui allait à cette élection avec la belle équipe composée d'hommes et de femmes compétentes. Qu'est-ce que vous allez faire pour le Haut-Sassandra désormais? C'est quoi les grands projets qui attendent les populations en vue d'améliorer leurs conditions de vie? Mais les populations, essentiellement, partout où nous sommes passés, c'est donc les routes. Déjà, le chef de l'État nous a permis, donc le programme a été lancé, d'avoir 2000 km de routes reprofilées, donc cela est en cours. Ensuite, les populations veulent avoir un peu plus d'accès donc, à l'eau potable, à l'électricité. Les populations veulent qu'il y ait beaucoup plus d'écoles. Et qu'il y ait moins d'écoles de fortune, etc. Les populations veulent l'amélioration de leur pouvoir d'achat avec donc, une meilleure vente donc, des produits. Et quand est-ce que vous commencez à régler tous ces problèmes? Mais on a commencé, on a eu une première réunion du Conseil il y a 2 semaines. Dans 2 jours, j'aurai une réunion donc, du Conseil où nous avons un plan triennal sur la période 2024-2026 qui sera donc adopté par l'ensemble des conseillers. Et ensuite, au mois de décembre, nous aurons le vote donc, du budget. Et dans ce plan triennal, nous avons déjà priorisé pour l'année 2024 ce que nous allons faire pour les populations, en mettant donc l'accent sur les zones les plus défavorisées et en mettant l'accent avec les ressources dont nous disposons sur les projets d'infrastructure en termes donc, de reprofilage, en plus de ce qui est fait, d'électricité, d'eau potable, d'écoles, d'ambulances. Et donc samedi, j'aurai l'occasion publiquement donc, d'annoncer les grandes actions qui seront menées au Conseil régional du Haut-Sassandra en 2024, 2025 et 2026. La ville de Daloa et toute la région du Haut-Sassandra avec est réputée pour être le creuset, l'épicentre de l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Ça tombe bien. Vous êtes le ministre de la Jeunesse. La plupart de ceux qui vont à l'aventure par des voies de tournée sont des jeunes. Vous en êtes aujourd'hui le président du conseil régional. Est-ce que vous avez des solutions pour ces jeunes de Daloa qui quittent leur terre pour se rendre à l'aventure en vue de trouver l'Eldorado? Alors, je voulais d'abord rectifier quelque chose. Dites-nous. C'est vrai que Daloa est une ville de départ, mais Daloa n'est pas l'épicentre, puisque selon le rapport de l'OIM, 66% des départs le sont d'Abidjan. Donc Abidjan est l'épicentre des départs. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a beaucoup qui viennent de Daloa? Oui, mais je suis d'accord. Ensuite, non. Ceux qui partent donc d'Abidjan sont 66%. Ceux qui partent de Daloa sont 7%. Suivent après Bouaké, Man, etc. 7%, c'est déjà trop. La première réponse à apporter, c'est déjà le démantèlement des réseaux mafieux, réseaux d'exploitation. Et ça, le gouvernement, il travaille avec le ministère de l'Intérieur. La sensibilisation donc, des populations contre les méfaits donc, de l'immigration clandestine. Ça, il y a un travail qui est en train de se faire. Ensuite, donner une opportunité économique à ces jeunes. Allez, figurez-vous que les 2 dernières années, par la seule action de mon ministère, c'est près de 20 000 jeunes qui ont pu bénéficier de différentes actions dans notre région, que ce soit en termes de subventions, financement de projets, formation, etc. Toutes ces initiatives avaient pour résultat donc, de réduire ou de ramener à 0, même si c'est quasiment impossible, mais réduire considérablement le départ de ces jeunes. Donc ce programme va continuer. Au niveau du conseil régional, dans mon programme, nous avons décidé de mettre en place des comités de veille contre l'immigration clandestine et le conseil régional va amplifier ses actions en faveur donc, des jeunes, en plus de ce que le gouvernement fait déjà, pour que les jeunes comprennent que nous avons une région qui est riche, qui a plein de potentialités, et beaucoup de jeunes, nombreux jeunes, qui ont décidé, eux, de ne pas partir, et qui sont dans le Haut-Sassandra, qui mènent des activités, qui arrivent à s'en sortir. La région
comme beaucoup de régions en Côte d'Ivoire, a beaucoup de potentialités agricoles, mais on n'a pas l'impression justement que c'est un secteur vers lequel sont tirés, sont orientés les jeunes. Oui, mais ça, c'est... Nous avons un travail à faire sur les jeunes en termes de changement de mentalité. C'est aussi le travail du ministre de la Jeunesse. Oui, c'est pour ça que nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire. Ce que nous faisons déjà avec mon collègue, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, et d'autres collègues ministres. Mais cela passe aussi par la modernisation de notre agriculture. Parce que demander aux jeunes d'aller dans le secteur agricole avec du matériel de génération ancienne aujourd'hui, ce n'est pas attirant pour les jeunes. Donc il faut moderniser notre agriculture, même à travers même le matériel donc, qui va servir aux jeunes donc, pour faire de l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment donc, le premier élément. Le second élément, c'est de mettre en place, c'est ce que nous allons faire au niveau du conseil régional, des petites unités de transformation agricole. L'anacade, le manioc, la banane, etc. Donc notre projet vise sur les 5 prochaines années à mettre en place près de 39 petites unités de transformation de produits agricoles dans la zone. Et cela va permettre aussi d'améliorer le prix d'achat des produits parce que certains planteurs se plaignent du fait que de leur éloignement, les acheteurs de produits prétextent de cela pour acheter donc les produits à moindre coût. Mais si nous avons des unités de transformation qui, avec un mécanisme qui permet aux promoteurs de ces unités d'acheter directement des produits et de faire des produits semi-finis pour les revendre après, nous pensons qu'indirectement, nous allons agir sur donc, le niveau de rémunération des planteurs dans notre région. Parlons de politique générale. Vous êtes porte-parole adjoint du RHDP. Aujourd'hui, presque tous les partis, toutes les formations sont à la croisée des chemins. Votre parti, en l'occurrence, puisque c'est de votre parti qu'on va parler maintenant, le RHDP, est à 1 an et demi d'une présidentielle à plusieurs inconnus. En 2020, le parti avait désigné Feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement a été rappelé à Dieu. Le président Ouattara, finalement, a été appelé à rempiler. Le président Ouattara lui-même qui disait que si les autres sont candidats, je serai aussi candidat. Les autres, il faisait allusion à l'époque à ses frères, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, en l'état actuel, le président Henri Konan Bédié a été rappelé à Dieu. Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur les listes électorales. Est-ce que le président Ouattara se dit tout de même qu'il peut aller compétir à cette élection, au vu que, d'une façon ou d'une autre, ces deux autres challengers historiques ne vont pas compétir? Est-ce qu'il se retirerait au profit d'une nouvelle génération qu'il a lui-même promue? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, le président Alassane Ouattara a toujours été constant et transparent. Il a estimé à un moment donné que lui, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, devaient à un moment donné accepter de se retirer pour laisser la place à une nouvelle génération. Et il a dit. Maintenant, après, il ne peut pas forcer les uns les autres à être candidats ou à ne pas être candidats, puisque la loi permet aux uns aux autres d'être candidats. La seconde chose, c'est que le président Ouattara a acté son retrait donc, de la tête de ce pays en 2020, en choisissant Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Ce sont des circonstances indépendantes donc, de sa volonté qui ont amené le parti, notre parti, à lui demander de faire donc, un autre sacrifice en acceptant donc, d'être candidat. Rappelez-vous à l'Hôtel Ivoire, il s'est donné quelques jours de réflexion. Au bout du compte tenu des enjeux en 2020 et de l'environnement dans lequel nous étions, aussi bien en interne qu'à l'extérieur, le président a privilégié l'intérêt du pays et a été candidat. Je ne pense pas que sa volonté ait changé fondamentalement. Mais je pense aussi qu'en politique, les circonstances peuvent déterminer telle ou telle posture. Et c'est pour cela que le président du directoire a dit avec éloquence, le candidat naturel de notre parti aux futures élections, c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, il lui reviendra au président Alassane Ouattara, en fonction donc, de la situation en 2025, de décider d'abord, c'est une décision personnelle, s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Pour la quasi-totalité des militants du RHDP, mais il n'y a aucun problème à ce qu'Alassane Ouattara soit candidat et nous allons nous battre pour qu'il soit élu. Mais si le président décidait de ne pas être candidat en 2025,
Mais en ce moment, le président nous désignera donc la personne qu'il estime comme étant la mieux placée pour conduire l'équipe que nous sommes en 2025 et nous allons nous mobiliser pour faire gagner cette personne. En tout cas, moi, ma responsabilité dans le Haut-Sassandra, ce n'est pas seulement de faire basculer cette région pour le RHDP lors des élections régionales. Et je dis à mes collaborateurs, nous devons travailler les 2 prochaines années pour que, quel que soit le cas de figure qui se présente en 2025, le RHDP puisse gagner dans le Haut-Sassandra. Vous êtes un homme politique et les hommes politiques sont excellents dans la langue de bois. Mamadou Touré, je reprends ma question. Le président Bédié n'est plus de ce monde. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale en l'état actuel des choses. Le président Ouattara avait souhaité qu'il se retire les 3. Si 2 sont naturellement d'une façon ou d'une autre retirés, est-ce que vous verrez d'un bon œil qu'il se représente en 2025 ? Mais Ali, j'ai répondu. Pourquoi vous le voyez une langue de bois? Premièrement, le choix du président Alassane Ouattara n'est pas seulement fonction d'Arinkona Bédié ou de Laurent Gbagbo. On est d'accord. Mais fonction de notre pays, de la situation de notre pays qui évolue dans un monde difficile. Et je vous dis, à partir du moment où la loi n'interdit pas au président Alassane Ouattara d'être candidat, si les circonstances donc l'exigent en 2025 et que le parti, qui est libre donc de choisir qui il veut comme candidat, propose au président Alassane Ouattara d'être son candidat, une chose est de lui proposer, une autre chose est qu'il accepte ou pas. Et que le président Ouattara a accepté de notre candidat, mais allez, nous allons battre campagne et il va gagner. Le président Ouattara disait à un moment qu'il avait besoin de se retirer pour se reposer. Mais je suis juste en train de vous dire, mais si le président Alassane Ouattara en 2025 estimait qu'en fonction donc, de l'évolution des choses et du contexte, il était bon de passer la main donc, à une autre personne qu'il aura lui-même choisi, proposé au parti, mais cette personne gagnera l'élection présidentielle en 2025. Le président Ouattara, dans une interview qu'il accordait à des confrères, disait aussi sur ma liste, j'ai une demi-douzaine de cadres qui peuvent valablement représenter le parti. Mamadou Touré, vous qui êtes le porte-parole adjoint du parti, vous ne pouvez pas nous dire ce soir que vous n'avez pas les noms de cette demi-douzaine. Qui sont les candidats qui pourraient représenter la formation politique dont vous êtes le porte-parole adjoint en 2025, si ce n'est pas le président Ouattara? Je peux être très transparent avec vous. Dites-nous, avec des noms. Le président qui a évoqué cette question, aucun cadre ne pourra vous dire que le président lui a fait la confidence donc, du nom donc, de la demi-douzaine. Donc je ne pourrais pas vous dire ce soir... Non, attendez, je ne pourrais pas vous dire ce soir à qui le président Ouattara faisait référence lorsqu'il parlait de demi-douzaine. Par contre, oui, effectivement, dans notre parti, il y a des cadres compétents. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend les forces en présence, nous avons les meilleurs cadres compétents. Tout ce bilan reluisant que nous avons eu ces 15 dernières années, grâce au leadership du président Ouattara, tout le monde s'accorde, aussi bien au niveau national qu'international, sur les progrès remarquables que la Côte d'Ivoire donc, a eu avec le président Alassane Ouattara. Mais il a fait avec des hommes et des femmes compétentes. Et donc, parmi ces hommes et ces femmes compétentes, lui-même saura qui a les meilleures aptitudes, non seulement de rassembler la famille RHDP, mais nous faire gagner ces élections. C'est pour ça que je dis qu'il reste le maître du jeu. Il donnera le ton et nous allons suivre. Si le président Ouattara décide de se retirer, on est dans cette hypothèse-là, est-ce que le parti résisterait à son retrait? Bien sûr. Le président Ouattara décide de se retirer. Parce que de ce qu'on entend, il y a des clans, il y a des courants qui s'opposent. Mais si le président Ouattara décide de se retirer de la présidentielle, ça ne veut pas dire qu'il se retire du parti ou de la présidence du parti. La preuve, c'est qu'en 2020, il avait décidé de ne pas être candidat du RHDP, mais ça n'a rien enlevé au fait qu'il soit président du RHDP. Il reste le patron du parti. Et donc, le patron du parti peut être candidat à l'élection présidentielle, comme le patron du parti peut décider de ne pas y aller. Le parti va résister à lui parce que l'écrasante majorité des militants du RHDP ont comme référent le président Alassane Ouattara. Et tous les cadres que nous sommes tireront des dividendes donc, de cette aura du président Alassane Ouattara. Je n'imagine même pas qu'il y ait des cadres qui s'imaginent qu'ils pourraient avoir, qui pourraient prospérer sans avoir la caution et le soutien du président Alassane Ouattara. C'est l'histoire de notre parti qui a été bâtie comme ça. Et je pense que le président Ouattara, si demain il n'était pas candidat, continuera toujours d'avoir une influence certaine sur le parti et sur la marche du RHDP pour de nombreuses années. Beaucoup d'analystes politiques, au vu de l'hégémonie du RHDP sur l'ensemble du paysage politique,
estime que le RHDP dort aujourd'hui sur ses lauriers alors que l'opposition semble avoir commencé à se réveiller. Le PPACI... En perdant des élections? Non, on ne parle plus d'élections. Le PPACI Mais il se réveille comment? Il vient d'enregistrer une réorganisation de son directoire, de sa direction. Le PDCI-RDA qui s'apprête à aller à un congrès électif pour élire le successeur de Feu Félix Houphouët-Boigny, Feu Henri Konan Bédié. Est-ce que ces changements, ces mouvements au sein de l'opposition ivoirienne sont de nature à vous dire qu'il faut qu'on fasse attention? Mais pourquoi vous ne parlez pas de la restructuration du RHDP au lendemain de la présidentielle de 2020? Nous avons été les premiers à restructurer notre parti, à revoir la composition du parti. Pourquoi vous ne parlez pas de ce grand exercice démocratique que nous avons organisé au sein de notre parti, avec l'élection des secrétaires départementaux? Aucun parti politique en Côte d'Ivoire, en dehors du RHDP, ne peut aller à un tel exercice démocratique. Donc nous avons commencé avant les autres. Et je pense que c'est parce que nous avons une longueur d'avance sur les autres, sur ces choses-là, que nous avons gagné l'élection présidentielle. Maintenant, s'ils se réveillent, s'ils se réorganisent, c'est leur agenda. Je n'ai pas de commentaires à faire sur l'organisation interne d'un parti politique autre que le RHDP. Les deux formations politiques ont pointé du doigt une machine de tricherie qui aurait permis au RHDP de remporter ces élections sur la quasi-totalité des circonscriptions. Vous qui êtes le porte-parole du gouvernement, porte-parole adjoint et porte-parole adjoint du parti, comment vous réagissez à ces allégations? Mais les localités où ces partis ont gagné, y a-t-il eu tricherie ou pas? Comment on peut avoir un jugement sélectif, c'est-à-dire manquer d'objectivité? Là où on gagne, l'élection est totalement transparente, et là où on perd, l'élection a été truquée. Mais vous savez, le président du directoire l'a dit dans une interview chez l'un de vos confrères, ça ne nous étonne pas. Nous avons gagné avec brio la présidentielle de 2010, mais qui a été contestée par des gens qui continuent de se demander qui a gagné les élections, alors que tout le monde entier, vérification après vérification, des PV, etc., tout le monde a déclaré que nous avons gagné. Donc je pense que ce sont des arguments de mauvais joueurs. Après, il y a de la responsabilité des uns et des autres de prendre toutes les dispositions. Moi, dans le Haut-Sassandra, j'ai estimé, même si mes collègues et mes concurrents criaient au loup, j'ai estimé qu'il y avait de gros risques aussi, puisque nous n'avons pas été présents dans 400 bureaux de vote. Donc, avant d'aller dire que les autres ont triché, c'est d'assurer ma présence dans tous les bureaux de vote. Et je vous ai dit que le jour des élections, j'ai mobilisé près de 5 400 personnes pour les 1200 bureaux de vote pour sécuriser mon élection. Voilà, donc nous avons gagné. Nous avons toujours gagné ces mêmes partis, même quand ils étaient au pouvoir et que nous étions dans l'opposition. Le PPACI, qui était le FPI, ne nous a jamais gagné à une élection locale. Alors, pourquoi il en sera autrement quand nous sommes aujourd'hui aux affaires et quand nous avons consolidé notre avancée, notre implantation sur l'ensemble du territoire national? Le porte-parole du PDCI-RDA... C'est la distraction. Le porte-parole du PDCI-RDA, dans l'une de ses conférences de presse, indiquait que le nombre de ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé 1, on ne sait pas si on aura d'autres en tout cas, c'est un nombre pléthorique parce qu'on y retrouve une quarantaine de ministres. Comment vous réagissez? Mais je lui demande simplement de regarder le dernier gouvernement du président Henri Konan Bédié en 98-99 et de mettre cela en rapport avec... C'est quoi le rapport? Et de mettre cela en rapport avec les ressources de l'État à l'époque. Aujourd'hui, nous avons 32 ministres qui doivent gérer les affaires de l'État. Un budget qui se chiffre aujourd'hui à près de 13 000 milliards de francs CFA. Il n'y a pas que les ministres, il y a deux institutions. Mais à l'époque, vous avez à peu près, je crois, tous les 35 ministres. Donc, en 98-99, pour un budget national qui tournait autour donc, de 2 000 milliards de francs CFA. Où voulez-vous en venir? Mais pour dire que souvent, les gens pensent qu'ils sont obligés de critiquer pour critiquer. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas neufs, qu'ils ont géré ce pays. Et qu'aujourd'hui, on a l'ère du numérique et tout le monde peut aller vérifier les informations. Toutes les critiques que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous étiez aux affaires? Et surtout, qu'est-ce que vous proposez de mieux? Ils sont dans la critique facile. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le PDCI-RDA... Et ils ne sont pas crédibles sur ces thèmes-là dans leurs critiques. Le PDCI-RDA, ancien allié du RHDP jusqu'en 2018, s'apprête à aller à un congrès constitutif. Il y a plusieurs noms qui reviennent sur la scène, notamment celui d'un haut cadre de la finance internationale, Tidiane Thiam, sans réserve. Est-ce que c'est un profil qui vous fait vous inquiéter au RHDP pour la présidentielle de 2025? Non, allez, peut-être que vous ne voyez pas, ou vous ne comprenez pas notre philosophie.
chaque parti est libre On est d'accord là-dessus. de se doter... Donc, Après, chaque parti analyse les forces et les faiblesses en face. C'est pour ça que notre préoccupation, nous, c'est d'être toujours en phase avec les aspirations profondes des populations. À l'occasion de la formation du nouveau gouvernement, réaliser le discours du chef de l'État, l'orientation donnée aux membres du gouvernement, c'est de continuer à agir pour les populations, être proche des populations. Mais si nous continuons à être proches des populations, si nous continuons à agir pour les populations, à apporter des réponses aux préoccupations des populations, quel que soit le candidat que l'opposition présentera, ce candidat ne pourra pas nous battre. Donc, ça, je dis que nous sommes moins préoccupés par qui l'opposition choisit, mais plus préoccupés par notre capacité à avancer toujours, à performer pour les populations. Et c'est elles qui seront reconnaissantes, ces populations, lors des élections, donc en votant pour tel ou tel. Dernier élément avant de refermer ce chapitre consacré aux observations et critiques de l'opposition. L'opposition exige une réforme de la CEI depuis 2020. Le temps avance, c'est toujours les mêmes rengaines. On estime que la CEI n'est pas crédible, la CEI n'est pas l'organe indépendant qu'on veut prétendre qu'il est. Au sein de la majorité, est-ce qu'il y a un projet un jour de se dire, finalement, on va donner libre recours aux observations de l'opposition et refonder la commission électorale indépendante? Mais on ne peut pas toujours continuer à cacher ces insuffisances derrière une commission électorale indépendante, parce que quelle que soit la forme de la commission électorale indépendante, quand vous n'avez plus le discours qui rassemble, quand vous n'avez plus d'offre politique, quand vous vous divisez vous-même, et que les Ivoiriens vous tournent le dos, ce n'est pas le fait de la commission électorale indépendante. Ali, je vous ai dit que depuis 2003, depuis donc, les différents accords politiques, 2003, Makossy, 2004, Accra, Pretoria, jusqu'à aujourd'hui, la commission électorale indépendante a été constamment réformée. Et je peux vous dire que c'est la dernière réforme de la commission électorale indépendante qui a permis que le PPACI ait donc une place au sein de la commission électorale indépendante. Donc la dynamique de réforme, a priori, dans le cadre donc, de dialogue politique, elle a toujours été donc, de mise. En 2019, je me rappelle, puisque j'étais membre du gouvernement, le président avait instruit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dès 2019, d'ouvrir un dialogue politique en vue d'aboutir donc à des réformes. Et à cette occasion, la commission électorale indépendante a été réformée. Donc, la question de la réforme n'est pas une question taboue. Maintenant, après, on réforme pourquoi? Mais ce que je veux leur dire aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas continuer à cacher les insuffisances derrière donc la commission électorale indépendante. À un moment donné, ils doivent se rendre compte que malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas pour demain, mais aujourd'hui, ces partis ne répondent plus aux aspirations des Ivoiriens. Ils sont totalement en déphasage avec les aspirations profondes de nos populations, les discours de haine, de guerre, de division, de violence, etc. Après le traumatisme que nos populations ont vécu lors des élections passées, ce sont des discours qui ne peuvent plus prospérer. C'est pour ça qu'au niveau du RHDP, nous voulons rassembler, nous voulons développer. Voilà. Mamadou Touré, l'année de la jeunesse, on en parle. Le président de la République, au soir de l'année 2022, a décrété 2023 année de la jeunesse. Et il y a eu un concept qui disait on va consacrer plus de 360 milliards de francs CFA, l'équivalent d'1 milliard de francs CFA par jour aux jeunes. Beaucoup de jeunes ont compris qu'il y avait une enveloppe, une ligne de 1 milliard de francs CFA à leur disposition chaque jour. Et beaucoup s'en plaignent. Ils estiment qu'on va au terme de l'année de la jeunesse, mais qu'ils n'ont rien vu en termes de changement dans leurs conditions de vie. Vous qui êtes le premier responsable en charge de ce département, qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui avaient de l'espoir en début, au lendemain de cette annonce du chef de l'État, qui aujourd'hui, au bout de 10 mois de cette année qui est en train de s'écouler, n'ont rien vu? Non, ne rien vu, c'est trop excessif. D'abord, expliquer. Faire un peu de pédagogie. Les 361 milliards de francs CFA, c'est l'ensemble des ressources mobilisées dans le budget de 21 ministères sectoriels, 21 ministères, en plus des appuis donc, des partenaires au développement pour traiter différentes thématiques ou sujets en rapport avec les jeunes. La formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, l'amélioration du bien-être, l'engagement civique et citoyen des jeunes. Et donc, avec près de 100 milliards de francs CFA dans les infrastructures qui touchent les jeunes. Construction du centre de service civique. Et vous savez que le centre de Boaké a été construit. Korogo, Daloa et Adzopé sont en cours de construction. La construction du lycée professionnel. 14 lycées professionnels
7 en construction, 7 en réhabilitation, la construction d'IFF, qui sont les institutions féminines d'éducation, etc., la construction d'agora, de piscines olympiques, la piscine donc, olympique de Bingerville totalement rénovée, l'agora donc d'Abobo construit, l'agora de Touba, de Guiglo, de Dimokro, etc., en cours de construction, et puis la formation des jeunes, avec un accent particulier sur la formation professionnelle, la formation par apprentissage, les stages et l'apprentissage donc pour les jeunes. Pour les stages, par exemple, je peux vous dire qu'à date, vous avez près de 15 000 jeunes et les listes ont été publiées. Donc, ce n'est pas du virtuel. 15 000 jeunes ont pu bénéficier dans des programmes de stage. Si vous prenez, par exemple, les formations de reconversion, près de 37 000 jeunes ont bénéficié des formations de reconversion. Allez, 10 000 jeunes ont été recrutés dans le cadre de la CAN comme volontaires. 5 000 jeunes ont été recrutés pour être formés dans les métiers du sport. Selon le dernier recensement général de la population, ils sont plusieurs millions. Vous citez 37 000, 15 000, 10 000. Oui, mais c'est un programme qui a commencé... Alors, il faut nous écouter aussi. Hein. Allez-y, bien sûr. C'est un programme qui a commencé, qui a été adopté en mars 2023. Et le programme est sur 3 ans. Et ici, je voulais rassurer tous les jeunes. Ce n'est pas un programme qui finit le 31 décembre 2023. Le programme Jeunes du gouvernement, c'est un programme conçu pour impacter 1 500 000 jeunes sur la période 2023-2025. Donc, c'est un programme dynamique. Donc, cette année, nous avons un objectif qui est sur le programme de formation, d'insertion et d'entrepreneuriat qui était donc de 460 000 jeunes. Au 30 septembre, nous étions à 309 000 jeunes qui ont été impactés, dont les listes donc, sont disponibles. Nous avions pour objectif de traiter près d'1 million de jeunes pour l'obtention d'une carte nationale d'identité alliée. Est-ce que vous savez que beaucoup de jeunes se trouvaient exclus de nos programmes parce qu'il faut justifier ta nationalité ivoirienne? Au 30 septembre, c'est plus de 421 000 jeunes qui ont pu être accompagnés grâce au ministère de l'Intérieur pour avoir leurs pièces d'identité. Vous avez les programmes d'entrepreneuriat. Je vous ai parlé des centres de service civique. Là, à Boaké, il y a quelques jours, 500 premiers jeunes sont sortis des centres de service civique. Cet après-midi, j'ai présidé une cérémonie qui a vu donc la formation dans le BTP de près de 500 jeunes. 8 mois après leur formation, près de 49% de ces jeunes ont pu avoir une insertion en CDI, en CDD. Les autres sont en train d'être suivis pour être insérés. Donc, c'est un programme qui a commencé en mars et qui poursuit son bonhomme de chemin. Moi, je voulais dire aux jeunes que la dynamique qui a été amorcée va se poursuivre. L'idée du chef de l'État était donc de nous amener, tous les ministères sectoriels, à mettre en cohérence nos initiatives en faveur des jeunes et surtout à amplifier. L'amplification a commencé. Les centres de service civique, on en avait 5. On en aura 14 nouveaux. Les 3 dernières années, c'est 2250 personnes qui ont été traitées dans les centres de service civique. Avec les 14 centres de service civique, c'est 14 000 jeunes qui seront traités par an pour faire face aux défis de l'incivisme dans notre pays. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces jeunes qui sont ce soir à Bobo, à Koumassi, à Treichville, à Atekoubé, à l'intérieur du pays, qui nous regardent, qui n'ont même pas accès, qui n'ont même pas l'information concernant les mécanismes qui leur permettraient de sortir de la précarité dans laquelle ils se trouvent, parce que souvent, ils ont l'impression que ces programmes-là, voilà, il faut connaître le ministre pour pouvoir en bénéficier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de communication à un niveau? Non, je ne dirais pas qu'il y a un manque de communication, mais je dirais Vous diriez quoi? Peut-être qu'il nous faut mieux adapter notre stratégie de communication. Parce que lorsque vous faites des communications dans les médias publics, alors que beaucoup de ces jeunes ne regardent pas ces médias. Ils sont plutôt sur d'autres médias, en ligne, etc. Et donc, nous avons décidé, sous l'impulsion du Premier ministre actuel, d'adapter notre stratégie de communication et d'aller donc sur les espaces, beaucoup plus sur les espaces où ces jeunes sont, où se retrouvent. Donc, cette action sera amplifiée. Ensuite, nous allons travailler avec les collectivités territoriales. Nous allons travailler avec les régions, avec les mairies, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Nous avons, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est près de 46 milliards de francs CFA débloqués pour les régions, justement pour toucher ces jeunes-là qui sont pas seulement dans les grandes villes, les quartiers difficiles, mais qui sont aussi en milieu rural et qui sont aussi potentiellement des candidats donc, à une politique d'insertion. Et ça sera mené par les régions. Donc, nous allons communiquer un peu plus, mais j'ai aussi demandé à mes collaborateurs, peut-être que sortis de la communication institutionnelle, 309 000 jeunes cette année ont bénéficié de programmes de formation, d'insertion et en entrepreneuriat. Nous allons faire parler ces jeunes. Et c'est peut-être les témoignages donc, de ces jeunes qui va plus crédibiliser
toute la démarche que nous sommes en train de voir. Peut-être là, peut-être convaincre par l'acte. Oui, mais ce que vous avez réalisé déjà. Je vous demanderai aussi peut-être d'inviter un peu plus tous ces jeunes bénéficiaires de ces programmes pour qu'ils disent est-ce qu'ils ont bénéficié de ces programmes parce qu'ils connaissaient le ministre ou bien parce qu'ils étaient dans de telles classes sociales, etc. Non. Très bien. L'égalité de chance, je peux vous dire aujourd'hui, est de plus en plus une réalité dans notre pays. Pour nos programmes, en tout cas, ces jeunes sont traités indifféremment de leur appartenance ethnique, politique, religieuse, etc. D'accord. Alors, il y a des questions des internautes auxquelles vous devrez répondre. Si on prend un cas pratique, un jeune homme qui est mécanicien, qui est apprenti mécanicien quelque part dans une commune d'Abidjan, qui n'est pas allé loin à l'école, qui s'est peut-être arrêté au CM1 ou au CM2, et qui entend parler d'année de la jeunesse, qui veut profiter de ces mécanismes mis en œuvre par vous, par votre département ministériel, qu'est-ce qu'il doit faire finalement, ce jeune homme? Il n'y a pas que mon département ministériel. Il y a oui, bien sûr. C'est une question transversale. Votre question est pertinente. D'abord, pour ce jeune, nous avons un programme en apprentissage pour renforcer les capacités de ces jeunes, les placer auprès de maîtres artisans et ensuite leur mettre des kits d'installation pour qu'ils s'installent à leur propre compte. Cette année, c'est près de 6 000 jeunes qui ont été traités dans les programmes d'apprentissage, soit par nous-mêmes ou par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que ces jeunes, chaque fois qu'ils voient donc la publicité autour donc du programme de recrutement, et Dieu seul sait qu'on en a fait pour recruter des jeunes dans le domaine de la mécanique, auto, etc., qu'ils s'inscrivent. Ensuite, vous avez pour des jeunes qui veulent s'installer à leur propre compte, nous avons mis en place des guichets de financement. Aujourd'hui, l'Agence Emploi Jeune a des guichets de financement, avec souvent des tout petits financements qui partent donc de 100 000 à 1 million de francs CFA. Au moment où je vous parle, Ali, nous avons près de 13 milliards de francs CFA mobilisés pour traiter près de 16 000 jeunes dans cette catégorie sur l'ensemble du territoire national. Avec l'appui des sous-préfets, nous avons décentralisé jusque dans certains villages, etc., pour permettre à des jeunes donc, de bénéficier. Donc, il faut que ces jeunes se rapprochent des guichets emploi créés donc, dans toutes les communes, des antennes régionales de l'Agence Emploi Jeune, mais en milieu rural, ces jeunes peuvent aller auprès des sous-préfets qui sont jeunes dans la stratégie d'insertion, puisqu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons une grosse réunion avec tous les sous-préfets sur l'ensemble du territoire national. Toutes ces informations, les fiches d'inscription se retrouvent aujourd'hui en sous-préfecture. Il faut que les jeunes acceptent aussi d'aller à la rencontre donc aller à l'information pour aller à la rencontre donc, des opportunités. Mamadou Touré, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. D'internaute nous vient de Florent Thiemélé qui dit « Pourquoi tant de jeunes tentent l'aventure européenne quand on a autant de projets en leur faveur ?» Mais il nous faut analyser ensemble. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les différents rapports. Beaucoup de jeunes vont pour des raisons économiques, parce qu'ils estiment qu'ils auront mieux ailleurs. Et la plupart des jeunes qui vont, pour beaucoup, sont des jeunes qui sont soit en activité ou un revenu moyen de 200 000 francs CFA par mois. Ils vont, certains se délaissent de leurs affaires ici parce qu'ils pensent qu'en France, en Italie, etc., ils vont avoir beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles donc, les jeunes s'en vont. Il y a aussi un fait culturel. On n'en parle pas suffisamment, mais dans certaines familles, le fils de Paul est parti, il faut absolument que mon fils parte. Donc vous avez des parents qui mettent la pression donc, sur les enfants pour qu'ils partent. Mais ce que je retiens, c'est que ce n'est pas forcément les plus pauvres qui s'en vont. Parce que quand vous regardez ce que certains jeunes dépensent dans leur parcours, et vous savez, on a reçu des migrants qui sont de retour aujourd'hui, et j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. Vous savez, Ali, que certains dépensent entre 500 000 et jusqu'à 6 millions de francs CFA pour partir. Mais avec ces mêmes sommes, nous avons des centaines, voire des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui font donc des petits boulots, qui ont des commerces, qui ont des activités. Qui se réalisent. Et qui se réalisent. Et donc, la nécessité d'un changement de mentalité donc, de nos jeunes, c'est notre responsabilité. Et donc, nous allons, avec l'appui de nos partenaires, donc, accentuer la campagne de sensibilisation pour leur dire, mais avec ces mêmes sommes, vous avez à côté de vous des jeunes comme vous qui arrivent à s'en sortir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que vous partez et surtout que vous allez dans une certaine incertitude. La deuxième question d'internaute, cette fois-ci, elle est signée Marie-Christine Aka qui dit que deviennent tous les jeunes qui ont bénéficié de financement. Ils ne sont pas si visibles. Oui, alors, je les chahute souvent, mais je suis obligé aussi d'être transparent avec vous. Oui, moi-même, je suis préoccupé par ce fait, puisque nous voyons des jeunes qui bénéficient de financement. Je leur demande de témoigner.
au-delà de la communication institutionnelle, d'aller sur les réseaux sociaux, de témoigner, etc. Mais certains, je vous dis, monsieur le ministre, j'ai reçu un financement de 1 million, voire 2 millions. Je communique dessus, mais la pression sociale des parents, des amis, etc., ou bien que ces ressources doivent servir à faire un business. On me demandera, par exemple, de donner un peu d'argent pour la petite nièce qui va à l'école, etc. Donc, beaucoup préfèrent sécuriser donc, leurs affaires ne communiquant pas. Mais nous, notre responsabilité, c'est de faire savoir que les gens sont financés. Vous allez aujourd'hui sur le site de l'Agence Emploi Jeunes, vous avez la rubrique Nos bénéficiaires, vous avez dans toutes les localités du pays la liste de tous les bénéficiaires. Donc aujourd'hui, la publicité fait partie de la stratégie de transparence au sein donc, de l'Agence Emploi Jeunes de mon ministère. Tous les jeunes ont leur liste qui est rendue publique. Maintenant, nous allons demander, en plus de ces listes, demander aux jeunes eux-mêmes d'être les porte-parole des actions qui sont menées donc, à leur faveur. Et beaucoup donc, ont décidé de le faire. Et donc, ce mois de novembre, nous avons même beaucoup d'accent sur le témoignage des jeunes bénéficiaires sur vos médias. D'accord, très bien. Troisième question d'internaute, cette fois-ci, c'est Roméo Kwamelan qui dit que deviennent les jeunes bénéficiaires des TIMO. Oui, alors, les TIMO, ce sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est un programme mené par le gouvernement, mais mené aussi avec l'appui de certains partenaires de développement tels que l'Agence française de développement ou la Banque mondiale. Les TIMO étaient conçus initialement pour 6 mois. Ils sont mis en activité auprès de collectivités territoriales. D'ailleurs, j'ai des retours de beaucoup de mairies qui disent tout le bien que le TIMO les procure, puisque ces jeunes participent à assainir donc ces communes, etc. Après ces 6 mois, ce que le gouvernement a fait, c'est de faire en sorte que ces jeunes, après ces 6 mois, ne se retrouvent pas dans la rue. Et donc, pendant les 6 mois, ils sont formés en entrepreneuriat. Une épargne de 20 000 francs CFA par mois est faite pour leur permettre, au bout de 6 mois, d'avoir une épargne donc, de 120 000 francs CFA par mois. À ces 120 000, nous ajoutons des ressources quand c'est nécessaire pour permettre donc, à ces jeunes de mener des activités. Donc, la quasi-totalité des jeunes qui ont mis les TIMO l'année dernière, par exemple, vous verrez que des cérémonies de remise de chèques ont été organisées sur l'ensemble du territoire national après leur TIMO pour leur permettre donc, de mener des activités. Et j'ai beaucoup de témoignages, certains jeunes, jeunes filles surtout, qui ont pu faire des salons de coiffure, acheter des frigos, des congélateurs pour faire du commerce, etc. Pour dire qu'il y a une vie après les TIMO. Et donc, ça rend service aux communes, ça permet à des jeunes d'avoir un premier emploi, mais durant ces 6 mois, ces jeunes sont formés à la vie après TIMO à travers des activités génératrices de revenus. D'accord. Et Prochaine cette année, question. Alors c'est intéressant, Ali, puisque vous parlez du bilan du PGB. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, à date, ce sont près de 10 030 jeunes qui commencent là donc, leur TIMO sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre donc, du programme Jeunes du gouvernement. D'accord. Prochaine question. Alors, Johanna Akissi qui dit que vous êtes cité au nombre des potentiels héritiers politiques du président Ouattara. C'est quoi votre ressenti? Mais je considère que nous sommes, au niveau du RHDP, nous sommes tous des héritiers politiques du président Ouattara. Vous savez, il a été notre référent, il nous a tous influencés positivement. Et tout ce que nous faisons tous les jours, c'est d'essayer de lui ressembler. Et si j'ai pu gagner les élections dans le Haut-Sassandra, si on a pu mettre en place tous ces dispositifs avec une méthode, etc., mais je l'ai appris auprès de lui, d'Amadou Gon Coulibaly. Je suis un pur produit du président Alassane Ouattara, comme la plupart des hauts cadres qui dirigent aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. D'accord. Voilà. Prochaine question. Et c'est avec beaucoup de fierté. D'accord, très bien. Prochaine question. Coulibaly Ibrahim, pouvez-vous nous parler de l'école de la seconde chance? Comment y accéder très rapidement? Alors, l'école de la seconde chance, c'est toutes les solutions alternatives de formation qu'on offre à des jeunes. Des jeunes qui ont eu des formations de base qui ne leur permettent pas d'avoir un emploi, des jeunes qui sont totalement des exclus de la société. L'école de la deuxième chance donc, permet de rattraper ces jeunes. Quand vous prenez les centres de service civique, tous ces jeunes qui sortent, la cohorte de jeunes, nous avons près de 2000 jeunes cette année qui sortent des centres de service civique. Mais c'est des jeunes qui étaient totalement perdus pour notre société, mais qui ont été récupérés, qui ont été resocialisés, à qui on a inculqué des valeurs, à qui on a pris un métier et qui deviennent des hommes. Et vous prenez les formations par apprentissage, menées par nous-mêmes et le ministère donc, de l'enseignement technique. Tous ces jeunes qui n'avaient pas d'opportunité, qui ne savaient rien faire, à qui on apprend un métier.
Et au bout, à qui on donne les moyens pour s'installer à leur propre compte, c'est l'école de la deuxième chance. Quand on prenait dans le domaine de la culture, avec ma collègue de la culture, dans le domaine des sports, tous ces jeunes qu'on arrive à rattraper à travers des activités culturelles, des activités sportives, pour leur donner une seconde chance dans la vie, c'est l'école de la deuxième chance. Donc l'école de la deuxième chance, c'est toutes les solutions alternatives de formation que nous donnons à des jeunes qui ont besoin donc, de s'insérer dans la vie sociale, à qui l'État, le gouvernement, donne une seconde chance de formation pour être inséré durablement dans la vie. Et je peux vous dire, pour parler toujours de bilan, donc en 2023, c'est plus de 37 000 jeunes qui ont bénéficié des formations de reconversion, donc dans le cadre donc, de l'école de la deuxième chance. D'accord. Dernière question d'internaute. Cette fois-ci, c'est Jean-Pierre qui dit quel est le taux d'échec pour les jeunes ayant bénéficié de financement. Alors, j'ai fait un point avec l'UNACOPEC, qui est la structure avec qui nous traitons. Nous sommes aujourd'hui à un taux de remboursement déjà de près de 70% de ces jeunes. Ce qui est acceptable, puisque pendant longtemps, on s'est dit les jeunes ne remboursent pas. Aujourd'hui, par tous les mécanismes de garantie que nous avons mis, l'accompagnement des jeunes, la formation des jeunes, je vous ai dit que là, il y a 16 000 jeunes qui seront financés entre 100 000 et 1 million de francs CFA sur l'ensemble du territoire national, mais ces jeunes ont commencé leur formation avant la mise en place de leur financement. Nous avons eu recours à des centres de gestion agréés pour accompagner ces jeunes donc, qui ont des petites structures dans leur comptabilité. Nous avons des structures donc, de formation. Je peux vous dire, avec Sephora Kodio, par exemple, à la Fondation CEFIS, nous avons pu signer une convention pour accompagner ces petits entrepreneurs. Gutsi, Côte d'Ivoire PME, ont un ensemble de dispositifs aussi pour accompagner ces jeunes. Donc, la formation, le suivi des activités post-financement de ces jeunes est une garantie de succès de ces jeunes. Bien évidemment, il y a certains, mais le nombre reste résiduel, qui ont des difficultés. Mais notre responsabilité, c'est vraiment de comprendre ces difficultés et, quand c'est nécessaire, de réinjecter un peu de ressources pour permettre à ces jeunes donc, de mener ces activités. Puisque l'objectif, c'est non seulement de leur permettre donc, d'avoir un emploi, mais c'est de leur permettre aussi de créer un emploi. Vous savez, le week-end, j'étais à Boaké, les jumelles, donc 2 sœurs jumelles que nous avons visitées, qui ont 8 millions de francs CFA, qui ont un chiffre d'affaires aujourd'hui de près de 85 millions de francs CFA, qui emploient 12 personnes. Pour moi, ce sont ceux-là les visages donc, de l'année de la jeunesse, des success stories que nous allons donc pousser. Voilà. Mamadou Touré, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos internautes sans réserve? J'ai essayé de répondre et je peux vous dire que tout ce que je l'ai dit sans réserve. Merci beaucoup d'être venu faire cette interview. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous jeudi prochain avec un autre invité, toujours aussi sans réserve.